Franchement, j'ai tourné pas mal de choses. Des vidéos de vacances, des mariages, des concerts, du sport, des machines et des humains. J'ai réalisé des films d'entreprise, des pubs, pour le digital, souvent, pour la télé, parfois. T'exagères. Tu sais que moi, l'engagement durable, ça me parle. Des reportages, des podcasts, du documentaire, des vidéos YouTube. Salut! J'ai même gagné un prix, une fois. On a continuellement essayé de transposer l'ADN des deux véhicules, à la fois dans les images. J'ai vu des petites caméras, des grosses caméras, et surtout celles qu'on utilise tous. J'ai voyagé, un peu, et je me suis fait des amis, beaucoup. J'ai dit moteur, puis coupé, des centaines de fois. J'ai écrit, tourné, monté, encore et encore et encore. Créé, livré, recommencé, encore et encore et encore. J'ai mis du temps à savoir ce que j'aimais faire, et ce que j'aimais pas. Et à un moment, j'ai arrêté de compter, parce qu'au fond, les chiffres, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que chaque réalisation t'apprend. Ce que tu découvres sur la lumière, sur les gens, sur toi. Alors aujourd'hui, je vais pas vous dire comment faire des vidéos. Je vais vous dire ce que j'ai appris, après en avoir fait 1000. À vrai dire, je sais pas si j'en ai fait 1000. À mon avis, il y en a un peu plus que ça, mais t'as capté, c'est plus accrocheur que le titre. Personne ne sait ce qu'il fait. J'avais fait un reportage sur Johan Zarco, j'en ai parlé dans une autre vidéo que je vous mettrai juste là, si vous êtes intéressé dans tout ce qui est run and gun, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avais fait vraiment un peu n'importe quoi, j'avais complètement improvisé. Et en vrai, c'est souvent comme ça. Malheureusement, on a beau des fois faire des découpages, essayer d'écrire des scripts, il y a toujours une part d'imprévu. Trop souvent peut-être. Je trouve qu'on fait un métier où on est d'abord, peut-être pas d'abord, mais on se doit de trouver des solutions à des problèmes qui arrivent un peu de manière inopinée et très souvent. Et le doute, il fait partie du job. Ça fait partie intégrante du truc. Tu te demandes si t'as rien oublié, tu te demandes si t'as bien appuyé sur REC. Je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois de vraiment oublier d'appuyer sur REC d'ailleurs. Et parfois même tu doutes de toi. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis pas vraiment en train de faire n'importe quoi? Est-ce que je sais vraiment ce que je fais? Le fameux syndrome de l'imposteur, je pense qu'on l'a tous un petit peu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce métier, c'est une suite d'improvisation en fait bien cachée. En vrai, on fait semblant souvent de tout maîtriser, alors qu'en vrai, on ajuste, on bricole, on improvise sur le tard, on s'adapte quoi, et c'est normal. Parce que tu fais jamais 2 fois la même vidéo. C'est tous les jours un peu nouveau. Chaque tournage, c'est des nouvelles têtes, des nouvelles contraintes, des nouvelles idées à avoir. Et les réponses, en fait, elles finissent toujours par arriver. Parce que, on n'a pas le choix. Et parce qu'à force, tu gagnes aussi en instinct. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé, c'est tu sauras jamais vraiment ce que tu fais. Et c'est vraiment pas grave. L'important, c'est d'avoir envie. Le reste, ça se fait en se faisant. Au début, quand j'ai commencé, mon seul objectif, c'était de faire de belles images. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Des beaux cadres, de la lumière bien léchée, machin. Enfin, vous connaissez la chanson, des jolis montages avec du slow motion, truc. Enfin bon, vous avez capté. C'est satisfaisant, c'est grisant, mais à un moment donné, on se rend compte que ça suffit vraiment plus. Je me souviens plus ou moins de la première fois, ou en tout cas de la période où ça m'arrivait, où je commençais à me dire, mon montage, il claque, mes images, elles claquent. Mais en vrai, ça sonne creux. Ça sonnait vraiment creux. Et je me mentais à moi-même quelque part. Mais enfin bon, ça fait aussi partie peut-être de l'apprentissage, de passer par ces phases-là. Mais en tout cas, c'est vraiment là que tu comprends que les gens, ce qu'ils retiennent, c'est pas ton image. Alors oui, ça fait partie du lot, mais c'est avant tout le petit goût que ça leur laisse, la sensation que ça leur laisse. Et une belle image, ça suffit pas. C'est ce que tu racontes et c'est ce que tu fais ressentir, en fait, le plus important. Aujourd'hui, c'est peut-être avec l'expérience où je pense qu'on est pas mal à imaginer les choses comme ça, mais à aujourd'hui, moi, quand j'appréhende un projet, j'imagine d'abord le montage. En fait, j'imagine le montage image par image dans ma tête, et c'est presque devenu un moyen d'écriture pour moi. Parce que écrire, c'est un métier, faut pas le sous-estimer, ça s'apprend pas comme ça, mais il y a des techniques, peut-être pour l'améliorer, et moi, c'en est une, c'est-à-dire que j'imagine vraiment le montage avant, et ça m'aide derrière à poser sur le papier vraiment mes idées. Bref, c'est un truc que je vois beaucoup au début, quand on commence. On est à la recherche de la belle image, parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus cool, parce que c'est ce qui provoque des likes. Mais une belle image sans émotion, c'est juste un fond d'écran. Je kiffe les fonds d'écran, c'est pas la question, mais vous avez compris l'idée. Alors oui, la technique c'est important, mais il faut savoir le faire. Mais l'histoire, même minuscule, et je vais m'expliquer dans un instant ce que je veux dire par minuscule, c'est plus important. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, travaillez dès le départ votre sens narratif. N'importe quel projet a un semblant narratif. Et quand je dis un semblant narratif, tous les projets ont un début, une action et une fin. Commencez par ça déjà. Je pensais que vous, les jeunes, vous vouliez tous faire des métiers qui ont du sens. C'est-à-dire ? Celle-là, c'est une dinguerie, j'ai tellement d'exemples. Tu bosses sur un projet, et je suis sûr que ça va vous parler, mais en gros, tu bosses sur un projet, tu donnes tout, tu t'arraches sur le montage, tu fais attention à des petits détails un peu partout, la colorimétrie, tu joues à la frame près,
il faut le faire. Mais il arrive le moment où tu livres et le client il te dit juste un truc du genre est-ce qu'on peut baisser la taille du logo ou changer la musique? Et là tu deviens ouf. Enfin moi en tout cas je devenais ouf. Mais avec le temps, tu comprends que c'est normal. Parce que toi, c'est ton quotidien. Eux, c'est exceptionnel. Des tournages, t'en as tout le temps. Eux, c'est une fois dans l'année, peut-être 2 fois, allez. Il y a un caractère exceptionnel, il y a un caractère expérience exceptionnelle pardon, pour eux. Quand ils arrivent sur un set, ils ont déjà quelque part des paillettes dans les yeux, comme dirait l'autre. Toi, tu vois ton quotidien, tu vois le travail. Tu vis de ça, tu respires de ça. Eux, ils le voient comme un outil, comme un moyen de communication, un moment important pour leur marque. Parce que ton regard, il est calibré pour le détail. Leur regard, à eux, il est calibré pour l'impact, je crois. En vrai, je pense qu'il y a aussi des fois juste une histoire d'ego, et des deux côtés, évidemment. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut apprendre à lâcher. Et dès le départ, ça va vous faire un bien fou. Arrêtez de vouloir faire du cinéma quand on vous demande juste une vidéo utile. C'est frustrant, c'est clair, mais ça fait partie du job. Et je vais pas vous mentir, j'y arrive pas toujours. Parce que je pense aussi que de l'autre côté de la pièce, on peut aussi considérer que pour asseoir une patte, un style, et pouvoir peut-être créer du repeat avec certains clients, il faut aussi savoir asseoir ses idées et les assumer jusqu'au bout. En fait, on est toujours sur le fil, faut essayer de trouver un espèce d'équilibre entre ce que vous avez envie de faire et évidemment ce que vous êtes payé pour faire. La vérité, c'est qu'avec le temps, on apprend à choisir ses batailles. Bref, fais ton mieux, te fatigue pas à convaincre. Ton petit à toi, il est probablement déjà énorme pour 90% des gens. Je suis mécanicien, je suis pas italien, là. Franchement, je crois pas avoir vécu un seul tournage sans galère. Enfin, je grossis le trait en vrai, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça arrive quand même souvent. Il y a un talent qui est en retard, une météo qui est catastrophique, on oublie une carte SD, on oublie la lime de la lumière, on arrive sur le set, on se rend compte que ça résonne de fou. Bref, il y a un milliard de galères qui peut arriver. Et au début, tu paniques un peu. On a tendance à vouloir tout contrôler, à avoir peur que le projet il s'effondre pour des petits détails. Mais à force, avec l'expérience, tu captes justement que c'est précisément là que tu deviens le plus créatif. Tu changes ton découpage au dernier moment, tu réinventes une scène encore une fois au dernier moment, et en fait, très souvent la scène devient encore meilleure que ce que tu avais imaginé à la base, parce que t'as le cerveau qui est un peu en état d'urgence peut-être. Je sais pas si c'est le bon mot, mais... Et du coup, tu trouves des solutions, la solution elle marche, en plus c'est ultra gratifiant, donc c'est pas une anomalie, c'est vraiment juste le terrain de jeu. Tu peux pas tout prévoir, alors autant apprendre à surfer dessus. Et plus t'avances dans ta carrière, plus t'as confiance dans le fait que ça finira par aller. Aujourd'hui, sincèrement, ça m'arrive d'avoir des petits coups de panique, mais je sais que ça va aller, parce que ça a toujours été, ça va toujours en fait. Plus t'avances, plus t'as confiance dans le fait que ça va finir toujours par aller, c'est juste de l'expérience. Le matériel. Je vais essayer d'être pragmatique dessus. Mais un tout petit préambule, je pense qu'on est tous passés par cette phase-là, où on a cette espèce de fièvre acheteuse, le truc, le syndrome du nouveau truc qui brille, qui donne envie. En plus, on est bombardé de contenu tout le temps, et on se compare facilement aussi aux gens. Du coup, tu penses que la prochaine caméra va faire exploser ton image, que t'as forcément besoin de cet objectif, de ce filtre, bref, vous avez compris l'idée. Et le matériel, ça aide, évidemment. Mais ça change pas le fond. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que si t'as beau avoir la meilleure image du monde, si tu sais pas quoi raconter, on s'en fout. Ok, ça c'est pour la théorie. Maintenant pour le côté pragmatique. Si je devais recommencer aujourd'hui, en big 2025, j'achèterais juste une caméra, celle que je peux avec l'oseille que j'ai, un objectif probablement un 35 mm, j'ai fait une vidéo là-dessus, un trépied, un micro et un ordinateur pas trop lent. C'est tout. Pas de stabilisateur, de slider, de lumière, de tous ces trucs-là. Juste moi, un sujet et du temps. C'est surtout le temps dont vous avez besoin. Parce que la vérité, c'est que ce qui vous rend meilleur, c'est pas votre setup, c'est vraiment le temps que vous allez passer à répéter la même action, à répéter des montages, à répéter de l'écriture, à répéter le cadrage, à répéter, le faire plein de fois en fait. Et crois-moi, tu peux faire des vidéos franchement incroyables avec très peu de matos. Quand j'ai commencé à l'époque, j'avais un portable, c'était je sais même plus, c'était un Samsung S quelque chose. Et ça filmait quoi, et je me souviens qu'il y avait une espèce de cadence d'image légèrement plus élevée que 25 images, je me souviens plus de combien. Et bien je m'amusais grave avec ce truc là, et j'ai répété plein de choses avec, ne serait-ce que pour comprendre un peu comment le montage fonctionnait. Je sais qu'on est toujours tenté par le dernier truc qui sort, et c'est cool vraiment, moi aussi j'adore le matériel, j'adore les trucs de geek. Quelque part je suis moi aussi une victime entre guillemets de tout ça, mais parce que ça reste un kiff. Mais c'est un kiff qui est très cher. Et ce kiff là vous permettra pas nécessairement d'avancer. Encore une fois, c'est la répétition qui vous permettra d'avancer, c'est le temps que vous allez y passer. Et vous verrez toujours quelqu'un autour de vous, sur les réseaux, qui aura plus que vous, qui aura plus de matériel, et ça donne envie
Ça donne super envie. Moi aussi, putain, quand je vois tous les gens qui ont des Blackmagic Pixies, machin, j'adorerais l'essayer. Blackmagic, si vous regardez ça, s'il vous plaît. Voilà, il y a plein de choses, il y a des objectifs. Bref, je suis comme un ouf. Moi aussi, je passe énormément de temps sur YouTube à regarder des reviews, des tests, et j'adore ça. Mais si je devais recommencer aujourd'hui, peut-être que je passerais moins de temps à regarder ces trucs-là, et encore plus de temps, même si Dieu sait que j'en ai passé, mais encore plus de temps à faire de la répétition. Donc un trépied, une caméra, un micro, un objectif, 35 mm, encore une fois j'ai ma vidéo que j'en ai parlé. Si vous avez un peu plus d'oseille, prenez un 24-70, et c'est parti. Can I get a oh yeah? Des leçons, j'en ai tiré plein, beaucoup plus que ça à vrai dire, et j'en tirerai encore demain. Oh les bâtards! Mais si je devais en garder une seule, ce serait celle-là. Ah mais y'a un mec qui travaille en fait. Chaque vidéo t'apprend quelque chose, même les pires, surtout les pires. Tu rates, tu doutes, tu recommences, et sans t'en rendre compte, tu grandis. T'en fais 10, puis 50, puis 100, puis 200, puis t'arrêtes de compter. Mais je crois que j'ai enfin compris le plus important. C'est pas de savoir comment filmer, c'est de savoir pourquoi tu continues à le faire. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se revoit très bientôt. J'ai mis un peu de temps à poster depuis la dernière parce que j'avais plein de trucs à faire. Mais je reviens à fond parce que les retours sont trop chouettes. Vous êtes vraiment trop sympa avec moi. Merci encore. Et comme d'habitude, n'oubliez pas d'appeler votre maman. Vous lui manquez.